De plus en plus d'objets produits à la chaîne sont conçus pour briser après un certain temps. Ce scandale industriel appelé obsolescence programmée est chaque jour mieux documenté, Dieu merci. Mais ce ne serait pas si dramatique cette obsolescence programmée si le consommateur pouvait au moins réparer lui-même le grille-pain, la voiture ou le téléphone cellulaire qui capote. Notre chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe répare pas de voiture ni de téléphone cellulaire, mais elle fait partie de ceux qui, le poing en l'air, revendiquent le droit de réparer. Salut Ariane. Allô Antoine. Alors il y a des vidéos là, qui pullulent un peu partout sur Internet, tu sais, les trucs DIY, le do it yourself, l'artisanat est à la mode. Parmi cette mouvance-là, il y a l'idée aussi de pouvoir réparer soi-même ses vêtements. T'en as fait presque une spécialité, une petite carrière même sur le côté, non? Oui, tout à fait. Moi, c'est quelque chose qui me branche beaucoup, la réparation textile. Puis c'est sûr qu'on peut, ça peut paraître un peu insignifiant, là, finalement. Là. Ben non, mais j'en parlais avec Simon en arrivant, puis il m'a dit que lui, quand il y a un trou dans ses bas, il les jette à la poubelle de manière complètement nonchalante. Et je suis sûre que... C'est pas très Laudato aussi, ça, comme geste. Pas du tout Laudato aussi. Puis, moi, ça me chavire à chaque fois. Que tu jettes du linge. Je suis pas capable. Pour ça, je les garde pendant longtemps dans mes tiroirs, même si je les mets plus, mais Il faut faire attention après avec le problème inverse. Si vous aviez vu quand James a commencé à travailler au Verbe, il se pointait souvent avec des chemises au coude troué. Là, maintenant qu'il est marié, les choses ont évolué. Mais oui, continue, Ariane. Ça va dans ce sens-là, ce que tu dis. Ouais, c'est exactement, parce que je pense qu'on peut vraiment faire des liens entre l'obsolescence programmée. Souvent, quand on parle de ce terme-là, on va parler des appareils technologiques parce qu'on sait qu'en fin de vie, ces appareils-là sont très polluants. Mais c'est aussi le cas des vêtements. Puis l'obsolescence programmée des vêtements, ça s'appelle tout simplement la fast fashion. C'est quoi? C'est l'idée qu'il y a une vingtaine d'années, là, peut-être, là, on parle même pas des années 50, là, encore au début des années 2000, les compagnies de vêtements, les designers faisaient 2 collections par année, printemps-été, puis automne-hiver. Avec des grands défilés qui lançaient avec des grands défilés, puis là, tu pouvais aller faire ton magasinage une fois, puis tu étais comme à la mode pour à peu près 6 mois. Mais là, maintenant, ce que les magasins font, c'est qu'ils sortent des micro-collections à peu près chaque mois. Aïe. Donc, aussitôt que tu as acheté ton linge, il est presque instantanément démodé. Une espèce d'obsolescence symbolique. L'objet il est encore utile, mais il est dépassé par le courant. Ben oui et non. Fabriqué aussi. Ben, exactement, parce que si c'est plus à la mode, pourquoi est-ce que ça devrait durer plus longtemps que ce que c'est fait à la mode? Donc, on se ramasse aussi avec des vêtements tellement cheap qui sont même pas faits pour être portés, pour être encore en état d'être portés, passer quelques mois, 6 mois, 1 an. Puis je pense que ça, c'est un constat qu'en tant que consommateur, on fait beaucoup l'impression que le linge qu'on s'achète est de plus en plus cheap, ça pète de partout. Après 2 lavages, là, ça fit plus bien. Donc ça, c'est le phénomène de la fast fashion. Puis c'est vraiment un problème en regard de la réparation aussi, parce qu'on peut se dire, en fait, si mon linge est trop cheap pour même être réparé, bien là, on a vraiment un problème. Donc, dans une démarche plus écologique, souvent, on va parler d'acheter des choses plus durables, acheter moins de vêtements, peut-être payer un peu plus pour avoir un vêtement éthique et tout ça. Puis, il faut quand même être conscient que c'est pas nécessairement tout le monde qui a les moyens de faire ça. Mais si on rajoute la réparation là-dedans, si on met l'achat seconde main aussi, qui permet d'avoir accès à des vêtements peut-être de meilleure qualité, mais pour un prix moindre, bien, à ce moment-là, on rend la chose peut-être un peu plus accessible à un plus grand nombre de gens. James. Mais tu parles de ça, mais pour les vêtements, ça s'applique à tout ce qu'on achète ou presque, là, j'ai l'impression. Hein? Oui, vraiment. Puis, en fait, il y a quelque chose qui émerge qui s'appelle les cafés réparation. Puis ça va s'attaquer non seulement aux vêtements, mais aussi aux petits électroménagers. Le concept, c'est que généralement, ça part d'un endroit ou d'un organisme qui a pour but de combattre l'obsolescence programmée, de favoriser la réparation des objets, mais aussi la création d'une communauté authentique autour de ça. Puis donc, ça va rassembler des gens qui ont des connaissances particulières en électronique, en technologie. Moi, je pourrais y aller pour réparer des vêtements ou des bijoux si c'est des connaissances que j'ai. Puis là, les gens qui ont des objets brisés viennent à la rencontre. Puis ça se fait de manière complètement sympathique et gratuite. Ouais. Puis le but, c'est vraiment juste de réparer nos objets ensemble. Puis comme on est beaucoup dans la société, puis qu'on a beaucoup d'objets brisés, mais qu'on a aussi encore des connaissances. Ça vise aussi la transmission de ces connaissances-là, parce que je ne sais pas vous, mais moi, quelqu'un qui répare un toaster,
je sais pas si j'en connais. Mais en allant à un café de J'en réparation, connais un. comme t'en connais, bon, Oui. ben, il faudrait que tu l'amènes. Puis là, il pourrait m'apprendre à moi-même réparer mon toaster. Puis pour ça aussi que ces savoirs-là se perdent pas. Parce qu'il y a aussi Ouais. ce problème-là, la perte des savoirs. Avant, c'était commun, là, tout le monde, tu sais, les gens avaient moins accès, il y avait moins de consommation qui se faisait. Donc, tous les objets étaient réparés, étaient passés d'une personne à une autre. Tu sais, si toi, tu voulais un nouveau toaster, ben ton ancien toaster, c'est clair qu'il y a un de tes voisins qui le voulait, puis s'il brisait, qu'il allait le réparer. Donc, il y avait ça, tandis qu'aujourd'hui, on jette tellement plus, c'est tellement toujours plus facile Ouais. de jeter puis de racheter que c'est ça qu'on fait. Mais c'est un mur dans lequel on fonce. là. C'est sûr que Alex, oui? la réparation, c'est manifestement intéressant. Puis je vois que c'est le sujet central là, de ce que tu veux apporter. Mais en même temps, je me dis, dans un premier temps, si on peut acheter quelque chose de meilleure qualité, est-ce que c'est... Il y a une sorte de ressources où les compagnies sont un peu... où on peut savoir quelle compagnie... Par exemple, là, on parlait du vêtement. Là. On sait les compagnies qui pratiquent ça, l'obsolescence versus qu'est-ce qui est de meilleure qualité, ou c'est simplement des avis de consommateurs qui peuvent nous guider. Mais les avis de consommateurs, je pense, peuvent nous donner une bonne idée. C'est sûr, si on s'intéresse au côté plus écolo, ben là, oui, il y a certaines choses qu'on peut aller regarder comme des étiquettes éthiques ou bio. Mais aussi, il y a de plus en plus des magasins qui voient le jour, puis c'est des magasins de type Buy Me Once. Donc, les magasins vont s'assurer que tous les produits qui font rentrer dans leur magasin ont une garantie à vie. Ah, wow. Donc, on sait qu'une fois qu'on achète cet élément-là, par exemple, un parapluie, un parapluie, ça pète-tu tout le temps, puis on ne sait jamais comment le réparer. Ouais. Mais si tu achètes ton parapluie dans ce magasin-là, ben, tu sais qu'il va pouvoir être réparé ou du moins qu'il va avoir une quelconque forme de garantie. Puis quand il y a une garantie, c'est aussi une manière que les compagnies s'auto-tordent le bras. Puis en fait, c'est nous, les consommateurs, que si on veut, on peut tordre le bras des magasins puis leur faire comprendre que on veut des garanties, on veut des produits qui durent. Puis c'est aussi d'arrêter d'acheter des produits incroyablement cheap. Absolument. James? Ma grand-mère avait une sorte d'adage, elle disait pour de la qualité, il faut que tu payes. Malheureusement, c'est souvent le cas. Hein, plus on paye cher, puis plus ordinairement, c'est de la qualité. Mais je dirais que l'achat seconde main, Oui, qui fort heureusement augmente en popularité, Avec permet, les réseaux sociaux, entre autres. Là. entre autres, oui, Marketplace, c'est une bonne manière, mais c'est aussi que souvent, ça permet vraiment d'avoir accès à quelque chose de meilleure qualité. Ouais, Comme je me souviens, à moindre coût. mon beau-grand-père me disait, pourquoi est-ce que tu irais acheter quelque chose? C'est pourquoi est-ce que tu achèterais un verre à vin, une pièce sur Kijiji, quand tu peux avoir un verre à vin, une pièce au Dollarama? J'essayais de lui expliquer que dans ma tête, le marché qu'on fait quand on achète usagé, c'est souvent que le verre à vin à une pièce sur Marketplace va probablement être de meilleure qualité. T'sais, si tu as une auto à 10 000 sur Kijiji, puis une auto à 10 000 neuve, ben une auto à 10 000 piastres neuve, elle ne doit pas être si bonne que ça. Là, où je nomme un chiffre comme ça, mais souvent dans l'usager, on peut aller chercher meilleur. Puis ça se croise aussi avec la mode du vintage, qui là, finalement, amène une surenchère des trucs qui sont vintage, alors que ça vient à coûter super cher pour un vieux T-shirt avec Mickey Mouse dessus. Là. Ça, c'est un peu le revers, le ridicule de cette idée-là, mais reste que... dans l'achat seconde main, surtout dans le textile, on peut trouver vraiment beaucoup de choses. Je l'évoquais un peu, Ariane Blais-Lacombe, en début de chronique. Il y a même un mouvement, bon, il y a les réseaux sociaux, là, il y a un hashtag Mend March qui fait la promotion là, de la réparation, entre autres, de textiles. Il y a aussi le droit à la réparation. C'est quelque chose qui prend un certain essor. Toi, tu te revendiques de ce mouvement-là? Bien, je m'en revendique de manière un peu informelle. Là. C'est quelque chose qui existe un peu plus en Europe. Je pense qu'ils ont des associations formelles de Right to Repair. Puis en fait, le concept du Right to Repair, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de grandes compagnies. Puis là, on est surtout dans le domaine technologique qui vont punir les consommateurs si on veut que, mettons que tu vas essayer de réparer ton J'essaie MacBook. d'ouvrir mon téléphone là, pour le réparer. iPhone, tout simplement. Puis si jamais tu fais une réparation, ça marche un peu, mais ça repète 2 mois plus tard, ben Apple pourrait te dire, ben non, tu l'as réparé toi-même, fait que maintenant, il n'y a plus de garantie. Ou simplement aussi de revendiquer que les compagnies rendent accessible des pièces de réparation. Ah ouais. Ton blender, là, la partie en verre, elle casse dans l'évier. Bien là, après, est-ce que tu es obligé de jeter toute la patente? Ou ta cocotte, si tu fais juste casser le couvercle de ta cocotte, là, vous essayerez de magasiner un couvercle de casserole, là. Hey, non, mais j'étais toute content l'autre fois parce que la couvercle de ma mijoteuse avait brisé. J'ai rappelé à la compagnie, j'ai payé 20$, mais on en renvoyé un. Ah, bon. J'ai l'impression que c'est vraiment une question d'éthique de la compagnie, parce qu'en effet, il y a certaines choses dans le passé. Une petite pièce de caoutchouc pour un blender que j'avais perdu. Ben, on croyait l'avoir perdu, on l'a fini par la retrouver, mais on a pu en recommander une.
versus d'autres choses que des fois, Mais- on est vraiment mal pris. Tu sais, c'est niaiseux, mais j'avais failli l'acheter, même jeteuse à Ben oui. cause de ça. Là. Mhm. Oui, oui. La Non, jeter, carrément. pas l'acheter. La jeter. Oui, la jeter. Oui, Puis vas-y. ça, en fait, parce qu'il y aurait les associations qui militent pour le right to repair, c'est aussi d'aller mettre pression sur les gouvernements pour que finalement les gouvernements interviennent là-dedans puis fassent un certain nombre de lois comme on peut penser dans le domaine alimentaire. Tu sais, il y a ouais. de plus en plus la volonté que les épiceries, plutôt que jeter leur surplus, les donnent à des banques alimentaires. On pourrait faire la même chose avec des magasins de vêtements parce qu'on sait qu'il y a des magasins de vêtements qui, plutôt que de donner leur surplus, vont déchirer exactement et jeter. Moi, être employée d'une compagnie comme ça, j'aurais vraiment beaucoup de difficultés à faire ça. Mais donc, d'être capable d'aller appliquer des règlements comme ça pour former les compagnies à faire plus pour la réparation, pour le service après-vente, pour aussi permettre soit des réparateurs autorisés qu'il y en ait plus ou permettre même aux consommateurs eux-mêmes de réparer Ben leurs ouais. biens. Ariane Blais-Lacombe, il nous reste à peine quelques petites minutes. Tu as pour nous des exercices, des façons là, de nous engager dans cette voie-là un peu plus écolo. Ben oui, en fait, tu as mentionné tantôt le Men March, puis j'aimerais terminer avec ça parce que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de ça aujourd'hui, c'est qu'on est encore pendant le mois de mars. Alors, tous ceux qui ont Instagram, vous pouvez aller, puis vous mettez hashtag Mend March. Mend, c'est en anglais pour réparer, donc dans le cas MEND. MEND, donc pour rapiécer. Donc, pendant le mois de mars, ce défi-là, à chaque jour, il y a comme un mot thème qui vise à inspirer les gens à faire des réparations, puis à les partager. Puis ça permet honnêtement un bel échange de techniques, d'inspiration pour réparer, puis aussi de rencontrer des gens qui font des choses comme ça, là. Donc, personnellement, je suis en temps de carême sans Instagram. Puis honnêtement, c'est ma grande tristesse de ne pas pouvoir aller partager avec mes amis d'Instagram les réparations que je fais. Mais là, tu nous le partages aujourd'hui. Tu as même apporté quelques pièces. Rapidement, dans quelques secondes, qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu fais comme réparation? Là? Bien, mettons, il y a les réparations. Comme j'ai amené des bas dans lesquels j'ai réparé des trous. Puis là, ça fait 2 ans que c'est brisé. Puis ça fait 2 ans que... Ça tient le coup? Ça tient le coup. Puis Je même... t'envoie tout mon linge. Mes bas, tous mes bas. Si c'était les bas à Simon Lessard, il serait Combien ça au vidange. coûte? Oui. Puis aussi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que réparer son linge, ça permet une double diminution des déchets parce qu'on peut utiliser du linge brisé pour réparer du linge brisé. Donc, j'ai ici un pyjama d'un de mes enfants qui était troué au genou parce que les enfants, ça fait souvent ça. Donc, j'ai utilisé un vieux gilet dans lequel j'ai découpé des patchs de tissu. Puis après, je suis allée les coller sur le nouveau. Ou encore, on peut utiliser des vieux morceaux de vêtements pour complètement créer des nouveaux morceaux. Là, je comprends qu'il faut quand même un petit peu plus des talents de couture, mais des fois, il y a des trucs pas trop compliqués qu'on peut faire avec des enfants. Donc récemment, avec un vieux pyjama de mon père qui m'avait amené pour qu'on couse des masques, on a fait un nœud papillon que j'ai cousu avec mon fils de 5 ans. Donc, c'est il y a mignon. moyen de conscientiser aussi les enfants sur oui. la réparation textile, puis le cycle de vie des vêtements qui est étonnamment linéaire, alors qu'on pourrait faire plus pour utiliser les déchets pour recréer des nouveaux vêtements. Absolument. Et on a une très belle illustration devant nous avec ce que tu as apporté. Ariane Blais-Lacombe, merci infiniment. On peut te lire régulièrement sur leverbe.com. Et là, aujourd'hui, tu nous parlais de ce mouvement de réparation qui est une sorte de remède contre la surconsommation ambiante. Merci beaucoup, Ariane. À bientôt. Ça fait plaisir.